Bonjour. Bonjour Madame Na, bonjour Monsieur Bonjour. Carillon, Bonjour, Bonjour bonjour Baptiste. aux Ina. participants. Oui. Bonjour professeur Mirembe. Bonjour Ina. Bonjour, Monsieur Mirembe. Bonjour, Fabien. J'espère que vous allez bien. Oui, Très ça va. bien, merci. Super. Bienvenue à nos participants aussi à ces webinaires. Voilà, nous avons comme invité aujourd'hui Fabien Carillon, ingénieur de gestion, qui va nous parler de business, de ses expériences professionnelles et bien plus encore. Et puis, de l'autre côté, on a Monsieur Omer Mirembe, le responsable académique de Domini Business School. Alors, on va déjà commencer. On va laisser la parole à Fabien Carillon. Et après votre présentation, on va revenir sur le panel. Et comme ça, on peut en discuter un petit peu plus. Donc, merci. Et le panel est à vous, Fabien. Ok, très bien, merci beaucoup Ina. Je vais donc partager mon écran. Voilà. Voilà, vous pouvez voir mes slides. Ok. Oui, Ok, très bien. Donc, bonjour à tous, bonjour à tous les étudiants qui nous ont rejoints aujourd'hui et de participer donc au webinaire que je vais mener à bien aujourd'hui. Donc, il s'intitule « De l'université au premier pas dans le milieu professionnel », que je qualifie d'une balade le long d'un parcours semé d'obstacles et d'opportunités. Et donc, je vais vous parler un petit peu, vous partager un petit peu mon expérience pratique suivant mon parcours universitaire, mes premiers pas dans le milieu professionnel et tout ce qu'il y a de bon à savoir pour vous préparer au mieux dans votre première démarche pour trouver de l'emploi. Alors, je tiens à souligner que c'est un webinaire qui est 100% basé sur mon expérience et mon opinion propre. J'ai construit ici une vision qui est très spécifique à une industrie. Je vais parler ici de l'industrie pharmaceutique, qui peut être également applicable dans d'autres industries, mais je tiens à le mentionner ici. Il ne se base sur aucune théorie ni livre de référence précis. Donc forcément, mon parcours universitaire m'a permis d'utiliser des schémas théoriques et de les appliquer dans la présentation aujourd'hui, mais je n'ai utilisé aucune théorie ni livre de référence pour construire celle-ci. Alors, je vais utiliser un pointeur. Voilà. Alors, je vais commencer par le commencement, c'est-à-dire par me présenter. Et je vais vous faire une présentation peut-être aujourd'hui inattendue par la plupart de nos participants. Une présentation de ma personne euh, qui servira de point d'entrée pour différents concepts que je présenterai dans les slides suivants. Alors, je me présente, je suis Fabien Carillon, je suis Senior Product Manager dans le secteur pharmaceutique et plus précisément dans le domaine de la neurologie et de l'immunologie. Alors, je ne sais pas si vous le voyez ici, mais j'ai tenu à mettre le drapeau belge sur lequel on peut retrouver l'insigne des Red Devils ou des Diables Rouges. Donc, c'est l'équipe nationale belge qui représente très bien mon pays aujourd'hui, puisque pour ceux qui s'intéressent au football, l'équipe belge performe particulièrement bien en ces temps-ci. Et nous sommes actuellement première équipe au monde. En termes de contexte, je suis né à Charleroi. Charleroi est une ville qui est très proche de Bruxelles, à 20 minutes de Bruxelles, en Belgique. Je suis père d'un petit garçon de 2 ans, petit garçon que vous pouvez voir ici. Et je vis actuellement à Bruxelles. Alors Bruxelles, caractérisée ici par sa grande place, que vous pouvez reconnaître sur le coin haut droit de mon slide. Je parle français, anglais et néerlandais. Pourquoi? Parce que je vis en Belgique dans un pays trilingue, un pays où la langue première est le néerlandais, suivi du français et de l'allemand. Donc, en ce qui concerne le marché de l'emploi, vous êtes requis en tant francophone ou néerlandophone de parler 3 langues, le français, le néerlandais et l'anglais comme langue véhiculée dans le business. Alors, pour finir sur la culture belge, j'ai mis ici la BD Tintin Objectif Lune, une BD que j'ai beaucoup lue, Tintin, qui est très caractéristique de mon pays. C'est la BD de référence belge qui était d'ailleurs la plus traduite au monde, que vous pouvez retrouver
en latin ou grec ancien. J'ai mis ici le chocolat parce que la Belgique est réputée par son chocolat particulièrement appréciable à l'étranger. Sinon, au-delà de tout ce qui est culture belge, quels sont mes loisirs et mes passions? J'ai un intérêt, je suis compositeur musical et interprète en dehors de mon parcours professionnel, de ma carrière professionnelle. J'adore les balades en forêt. J'ai mis ici une photo du Devon en Angleterre, puisque mon fils est belgo-britannique, ma compagne est britannique, et donc je me rends régulièrement dans le sud de l'Angleterre pour faire des balades dans le Devon, donc une zone relativement sauvage qui se dénomme le Dartmoor. Je suis passionné de lecture, j'aime le cinéma d'auteur et en termes de sport, je fais de la natation et de l'escalade. Alors, point important aussi, c'est que je m'investis à côté de mon temps professionnel dans des activités de volontariat pour nourrir davantage la richesse de mes expériences et trouver un autre centre d'intérêt au-delà de ce que je considère être carrière strictement professionnelle. Donc, de renouer un petit peu avec des passions plus profondes pour certaines activités de caractère professionnel. Alors, en termes d'éducation et d'expérience professionnelle, alors moi, je suis diplômé bachelier ingénieur de gestion de l'Université de Namur de l'Ordre des Jésuites, basé ici en Belgique. Alors, qu'est-ce qu'un ingénieur de gestion? C'est un titre qui est attribué seulement un programme en Belgique, en Allemagne et en Italie. C'est un MBA qui regroupe aussi beaucoup de cours à caractère d'ingénierie. C'est un programme qui a été développé par l'ingénieur Ernest Solvay, donc de l'industrie pétrochimique Solvay, qui voulait à l'époque avoir des commerciaux, des ingénieurs, des MBA qui étaient capables de parler efficacement avec des ingénieurs civils. Et il a créé un titre bien particulier, le titre d'ingénieur de gestion, donc qui combine à la fois des cours de MBA de business et des cours d'ingénierie. Suivant mon bachelier à Namur, j'ai fait un master ingénieur de gestion à la Solvay Business School, donc Business School de l'Université libre de Bruxelles et de son homologue néerlandophone, la Vrije Universiteit Bruxelles. Donc ça, c'est pour vous résumer en quelques mots mon parcours universitaire. À l'issue de ce parcours, j'ai commencé ma carrière en tant que consultant en technologie de l'information chez PricewaterhouseCoopers. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas éventuellement, PricewaterhouseCoopers fait partie des Big Four, donc 4 grandes sociétés d'audit et de conseil dont fait également partie Deloitte, Ernst Young et KPMG. J'ai travaillé approximativement 2 ans dans le monde du conseil sur diverses missions, des missions pour la Commission européenne, mais également des missions pour le secteur pharmaceutique. À l'issue de ces 2 ans d'expérience, j'ai décidé de quitter le monde du conseil pour commencer une première expérience dans le secteur pharmaceutique, dans le Big Pharma, comme on l'appelle, hein, donc ces grandes sociétés pharmaceutiques qui vendent une multitude de traitements dans différentes aires thérapeutiques. J'ai commencé comme brand manager en hématologie chez Janssen Cilac, donc c'est la branche pharmaceutique de Johnson & Johnson, qui est pharmaceutique de développement de traitements pour des maladies plus lourdes, donc en hématologie, en leucémie chronique et en lymphome à cellules du manteau. Alors, qu'est-ce que le brand management? Donc, pour ceux qui sont inscrits en business school, le brand management, c'est vraiment la branche du marketing qui consiste à s'occuper d'une marque, être responsable d'une marque. Ça pourrait être une marque telle qu'une marque de voiture, une Audi, une branche de Coca-Cola, une marque de Coca-Cola. Vous êtes la face qui représente le produit au niveau de votre marché, de votre pays. Vous êtes donc en tant que brand manager responsable de tous les aspects liés au marketing, pouvant aller de sa stratégie jusqu'à ces aspects plus opérationnels, le développement de matériel promotionnel, de campagnes promotionnelles, d'outils pour les forces de vente pour que celles-ci aillent vendre le produit chez les consommateurs, mais également de toute la partie stratégie de communication et dissémination des outils marketing à travers le mix, c'est-à-dire les différents canaux mis à disposition pour la communication vers les clients, que ce soit des outils digitaux ou des outils plus old school, style version papier, support papier. Alors,
Quelle est ma première expérience en tant que brand manager? C'est une expérience plutôt à caractère opérationnel. Donc, on commence par comprendre euh, les les premiers aspects du job et à faire un travail plus opérationnel. Donc, vraiment travailler sur des brochures, des messages clés, des premières formations des équipes de vente, moins la stratégie qui vient plutôt plus tard dans cette même carrière. Alors, j'ai ensuite travaillé comme Product Portfolio Manager chez Baxter International. Qu'est-ce qu'un Product Portfolio Manager? C'est un peu la même chose, mais de manière plus étendue. Vous allez être responsable d'un portefeuille de produits et de sa rentabilité. Donc, il y a un aspect très financier, c'est d'optimiser son portefeuille de produits pour générer le maximum de retour sur investissement à travers de nouveaux projets, mais également de la rationalisation de portefeuille. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais quand vous avez beaucoup de produits, parfois, il faut aussi retirer certaines marques pour augmenter la valeur générale de votre portefeuille. J'ai ensuite travaillé comme brand manager en immunologie chez Novartis, responsable de biosimilaires, des molécules similaires aux molécules originales, par exemple des génériques, des molécules génériques que vous pouvez trouver chez le pharmacien. Ici, on parle de biosimilaires, donc des traitements plus lourds, plus spécialisés. En tant que déjà presque senior, donc j'étais beaucoup plus responsable des aspects stratégiques liés à ma marque, la planification de marque, les plans des années à venir, quelles activités on va faire, dans quelle mesure elles s'inscrivent dans une stratégie, quelle est la stratégie qu'on va déployer au cours de l'année, en quoi cette stratégie répond à la vision de notre unité, de notre business, quels sont les prévisionnels de vente pour l'année à venir. Et vous avez également la responsabilité du budget qui vous est donné pour développer toutes ces activités qui permettront d'assurer la rentabilité de votre marque. Je suis actuellement senior product manager en neurologie et immunologie chez Merck Group, un groupe d'origine allemande. Senior, pourquoi? Parce que là, j'ai vraiment une grande autonomie dans la définition de la stratégie, la préparation du futur lié à nos marques. Je suis également responsable de la gestion de collègues, d'équipes, dans une certaine mesure. Il faut savoir que le rôle du product manager est très central. C'est un rôle avec beaucoup d'exposition au sein de l'entreprise et multifacette, autour duquel s'articulent beaucoup de fonctions de support qui vont vous apporter de l'information, comme le département de finance, département de market access, l'accès au marché et autres départements. Alors, pourquoi je vous ai fait cette présentation plutôt anodine aujourd'hui? Parce que c'est un cas concret de la vie de tous les jours que j'ai voulu vous présenter pour rentrer dans le vif du sujet, puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de vous transférer une partie de mon expérience au sein de l'industrie. Alors, un cas concret, parce que c'est une présentation que j'ai dû faire moi-même il y a quelques semaines pour me présenter face à une équipe de responsables de l'unité globale, puisque dans une société comme Merck, Janssen ou autre, vous avez d'abord l'unité globale qui s'occupe du produit pour le monde entier et qui dissémine la stratégie à travers les différents pays. Et c'est la façon dont ils nous ont demandé de se présenter auprès de l'équipe globale. Alors, qu'est-ce qui est important là-dedans? C'est qu'il y a dans ma présentation le symbole de l'image. Alors, vous savez que nous sommes dans une société aujourd'hui d'image où l'image est très centrale. Ce que vous allez renvoyer à votre interlocuteur importe. Et autour de cette image se construit autour de 3 piliers principaux. Il y a la personnalisation, le qui suis-je. C'est la question que se pose toute personne, tout employeur, tout futur collègue. Qui est la personne à qui je vais m'adresser, avec qui je vais collaborer? Et c'est pourquoi nous sommes dans une société de personnalisation, parce que là où aujourd'hui l'homme noie davantage sa singularité, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde qui occupe le même poste, qui travaille ensemble dans cette société. Il faut pouvoir leur expliquer qui on est et d'où on vient. Nous sommes également dans une société d'émotions. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la réaction que va générer certaines campagne, par exemple, à la télévision, chez les futurs consommateurs. Il y a toujours une connexion à l'émotion. Il faut toujours aller chercher au sein de notre cible des émotions. Et c'est pourquoi votre image elle doit se construire à travers les émotions. Je vous ai par exemple parlé de mon enfant. Je vous ai montré une petite image de mon bébé. Chez certains, ça a peut-être déjà sollicité un certain sentiment de bien-être ou peut-être ça
associer mon image propre à un papa bienveillant. Et enfin, la proximité culturelle, très importante pour tout le monde ici aujourd'hui. Et en général, on est dans une société qui est de plus en plus globale. Alors, la culture est magnifique parce qu'elle va cultiver la richesse des hommes. Et donc, sa diversité est essentielle pour maintenir cette richesse de l'homme aujourd'hui dans notre société. Mais la culture est un peu à double tranchant parce que quand vous travaillez dans une société, une entreprise globale, elle peut aussi générer de la distance entre les différentes parties. C'est normal. On avait l'habitude à l'époque de travailler tous ensemble en autarcie au sein d'un même pays. Aujourd'hui, on travaille dans des sociétés beaucoup plus grandes où il y a cette richesse culturelle, mais qui peut engendrer aussi des barrières. C'est important de pouvoir soulever ces barrières, de pouvoir expliquer à l'autre qui je suis et d'où je viens en lui montrant des symboles de ma culture propre. Je vous ai parlé de Tintin, de Bruxelles, du chocolat. Et cette proximité culturelle va répondre à différentes choses. Je vais vous présenter ici deux présentations de ma personne. Une présentation que j'aurais pu faire il y a quelques années, avant, ici sur votre gauche. Vous voyez que c'est très impersonnel. Je me serais présenté face à la caméra en vous disant, je suis Fabien Carillon, senior product manager, j'ai fait un bachelier, je suis consultant, je suis dans le Big Pharma. Ça se serait arrêté là et vous n'en saurez pas plus sur moi. Là où la présentation que je vous ai faite ici sur votre droite aujourd'hui est beaucoup plus personnelle, engage beaucoup plus d'émotions et de proximité culturelle. Et donc, ceci pour résumer le fait que nous sommes en train de passer d'une société nous sommes en train d'arriver dans une société où la personnalisation, les émotions et la proximité culturelle sont fondamentales pour atteindre une série de choses. C'est apporter du réconfort à son interlocuteur, du réconfort, qui se sent déjà bien, commence à déjà connaître votre personne. Vous étiez inconnu hier, vous venez de faire une présentation, vous réconfortez déjà votre interlocuteur et vous lui apportez un certain capital sympathie. Ici, je vous ai parlé de mon enfant, de mes centres d'intérêt. Vous vous dites déjà, ben voilà, c'est une personne avec qui je vais me sentir à l'aise, avec qui je vais déjà pouvoir échanger certaines choses autour de, et avoir certaines discussions autour de certaines passions, certains loisirs, certains centres d'intérêt, peut-être tout simplement autour de la parenté. Et à quoi sert cette personnalisation? À quoi sert ce réconfort, ce capital sympathie que l'on veut apporter à notre interlocuteur? Mais c'est de lui permettre de se projeter dans la collaboration. Dans la présentation que je vous ai faite aujourd'hui, si vous ne me connaissiez pas avant que j'initie celle-ci, maintenant vous pouvez savoir que si demain vous devez travailler sur un projet avec moi, un projet à caractère ingénierie, j'ai déjà des compétences requises qui vous permettront d'y arriver. J'ai déjà une certaine expérience dans le pharmaceutique et j'ai ce capital sympathie, cette proximité culturelle que je vous ai offert qui vous mettra déjà à l'aise pour collaborer, commencer votre collaboration avec moi. Alors là, je vous souligne l'importance aussi de ces aspects-là dans une société où nous vivons davantage et davantage dans le digital. La personnalisation est davantage importante et c'est quelque chose que vous devez assimiler en tant qu'étudiant et futur employé. Nous sommes noyés dans cette digitalisation. Ça s'est davantage affirmé pendant le Covid. Les recrutements, les entretiens d'embauche et autres se passent de plus en plus dans le virtuel. Postuler un emploi se fait sur toutes les plateformes en ligne. Mais dans ce monde digital, la différenciation est très importante. Et je vais y revenir dans un instant. Comment se différencier aujourd'hui? Alors, j'ai voulu prendre un slide ici, un slide sombre, avec une lumière que vous voyez au milieu. Une lumière. Pourquoi? Parce que je pense qu'en fin de parcours universitaire, tout le monde se retrouve un petit peu dans cette situation, dans ce flou. On voit très peu la lumière qui va finalement nous guider, nous projeter dans notre carrière professionnelle. Et le but, vous connaissez probablement cette expression, connais-toi toi-même, c'est vraiment de toucher à cette lumière, de savoir ce que l'on veut faire de sa propre vie pour espérer atteindre un certain bonheur. Le but, c'est de pouvoir développer une carrière qui va vous amener le bonheur, vous rendre heureux. Et donc, c'est un certain effort de conscience qui va vous permettre de toucher à ce bonheur. Comment réaliser cet effort de conscience? C'est à travers les expériences que vous allez réaliser,
rencontrer, c'est de découvrir ce que l'on veut dans notre vie et ce que l'on ne veut pas non plus dans cette même vie. Et donc, vous allez peut-être avoir une série de jobs, parcourir différentes situations, faciles ou difficiles, dans vos différents emplois. Mais ces différentes expériences vont vous permettre de trouver le chemin de vie que vous voulez suivre pour tracer votre parcours professionnel. Et donc, il y a 2 points que je veux mettre en évidence. Ce sont les opportunités et les obstacles. Je pense sincèrement que ces 2 points importants vont vraiment vous permettre de tracer votre chemin de carrière et vous apporter de l'expérience, la richesse de vos expériences. Et cette richesse de nos expériences va vraiment pouvoir tracer votre chemin de carrière. Alors, je vais prendre un exemple très concret. En termes d'opportunités, je vais prendre le premier emploi. Vous allez quitter l'université. Votre première opportunité, c'est de décrocher un premier emploi. Ces opportunités sont sur le marché. Les entreprises vont ouvrir des programmes de jeunes gradués, des programmes qui vont faciliter l'insertion des jeunes dans le milieu du travail. C'est une opportunité que chacun va essayer de saisir au sortir de l'université, mais c'est une opportunité qui est également associée à une série d'obstacles. Et pour faire simple, je prends les obstacles les plus courants, le CV, comment je dois dresser mon CV, ma lettre de motivation, qu'est-ce que je vais y mettre, comment cette lettre va répondre au mieux aux caractéristiques demandées par mon futur employeur. Ces obstacles et ces opportunités vont nourrir la richesse de nos expériences. C'est à travers la répétition de l'écriture du CV, de la compréhension des besoins des recruteurs qu'on va commencer à comprendre comment articuler au mieux l'information que l'on met dans son CV et de dresser le CV adéquat qui nous permettra de décrocher plus facilement au cours du temps différents emplois. Ici, en l'occurrence, son premier emploi. Alors, ça peut être aussi l'écriture d'une lettre de motivation qui est pertinente. Au début, on commence à écrire des lettres de motivation dans lesquelles on met beaucoup de choses. Ce n'est pas toujours très concis, ça ne répond pas toujours aux besoins de l'employeur. C'est parfois très orienté sur soi-même. On parle de soi, mais on n'articule pas ses compétences en fonction des besoins de l'employeur. Mais à travers cette répétition de l'écriture des CV, des lettres de motivation, des différents entretiens d'embauche que l'on va passer, on va pouvoir agrémenter son CV, sa lettre de motivation et devenir un expert en la matière et donc d'enrichir nos expériences en rédaction de CV, de lettres de motivation. Donc, comme je l'ai dit, cette richesse d'expérience va nous permettre d'ouvrir cette lumière, de l'agrandir, d'y voir plus clair. Plus vous avancez dans votre carrière, ou plus vous allez y voir clair, vous allez savoir vers où vous voulez vous diriger et vous allez naturellement tracer votre chemin de carrière. Comme je l'ai dit, il est dressé d'obstacles et d'opportunités et ces obstacles comportent des aspects de la vie qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Le milieu de l'entreprise est un milieu difficile, beaucoup de choses à apprendre, enrichissant, mais aussi avec des dynamiques humaines auxquelles il faut faire face, des dynamiques de collaboration, travailler avec des humains qui ont chacun leurs problèmes de la vie quotidienne, leurs compétences propres, et il faut pouvoir composer avec ces humains, mais en plus de ça, avec les objectifs d'entreprise. C'est un chemin que vous allez tracer naturellement, mais comme je l'ai dit, semé parfois d'embûches, tout comme d'opportunités. Alors, voilà, pour la plupart d'entre vous, voilà, j'ai pris une image ici qui résume un petit peu la situation actuelle, peut-être même une situation qui existait déjà auparavant, mais c'est un petit peu la réalité aujourd'hui. C'est que d'un côté, l'université s'est dans une certaine mesure démocratisée. Elle a permis à beaucoup d'étudiants aujourd'hui d'accéder à des formations, de se former pour nourrir les entreprises de demain, les secteurs de l'enseignement et autres, de s'assurer d'avoir une source de compétences qui permet d'assurer le développement de notre société et sa pérennité. Le seul problème, c'est que c'est une lame à double tranchant. Et donc aujourd'hui, on a eu également une concentration importante d'étudiants
autour de même corps de métier. Vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui étudient dans de nombreuses universités en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, en Asie, partout. Et ces étudiants ici de toutes ces régions différentes du monde vont nourrir le marché de l'emploi et donc générer une offre abondante de compétences parfois similaires au sein d'un marché de l'emploi qui est de plus en plus compétitif. Alors, ce n'est pas pour nourrir du pessimisme. Ce que je tiens surtout à passer comme message, c'est que moi, je l'ai connu. J'ai beaucoup d'amis et de collègues qui ont connu cette même situation. Et c'est une situation qui est valable à chaque étape du parcours professionnel. Vous allez décider de monter, vous voudriez monter dans votre chemin professionnel, franchir différentes étapes, commencer comme junior dans votre fonction, passer comme manager, directeur et voir plus haut. Mais sachez que c'est comme une pyramide. En son socle, il y a beaucoup de monde. Mais au plus on monte cette pyramide, au plus les opportunités se rétrécissent. Et donc, l'offre de compétences restera toujours très abondante et la différenciation sera très importante à chacune des étapes du parcours professionnel. Alors, vous avez d'un côté, comme je l'ai montré ici, les étudiants. D'un autre côté, on va retrouver l'employeur. L'employeur, lui, il fait face à cette offre abondante de compétences. Et il est content parce que dans cette offre, il se dit, je vais pouvoir trouver le candidat idéal. Les employeurs aujourd'hui parlent toujours de candidat idéal. Je cherche la petite perle parmi tous ces étudiants, tous ces travailleurs. L'employeur va toujours chercher le candidat idéal. Le candidat idéal, c'est quelqu'un qui, pour lui, a des compétences idéales. Alors, le problème, c'est que l'employeur fait face à une offre tellement abondante et un besoin de trouver la personne parfaite, en plus du fait qu'il y ait beaucoup de compétitivité entre les employeurs eux-mêmes, ce qui les amène à se retrouver un petit peu dans le flou. Ils ne savent pas très bien parfois où chercher, quel candidat chercher, comment mettre en adéquation ses compétences dites idéales avec les prérequis du travail. Et je vous rassure, pour moi, il n'existe pas de candidat idéal. Beaucoup de gens, beaucoup de compétences variées, riches. Personne n'est idéal ou parfait, mais ce sera la qualité de l'employeur de chercher la personne qui correspond mieux au métier en question. Et je pense que dans beaucoup de situations, des employeurs se trompent également. Ils ne savent pas toujours très bien où chercher, ils font parfois aussi de mauvais choix, pas des mauvais en termes de personnes, mais des choix qui ne mettent pas en adéquation les compétences de la personne requise et avec les prérequis de l'emploi. Donc, on est un petit peu dans ce flou et je vais vous montrer quelques expériences concrètes qui justifient ce flou qui est valable à chaque étape du parcours professionnel. Hein. Vous allez voir des personnes comme moi-même qui parfois occuperont un emploi où je me disais c'était le job de mes rêves et je me rends compte au bout de quelques temps c'est peut-être pas ce qui me correspond vraiment. Peut-être qu'ensemble, moi et l'employeur, on n'a pas vraiment réussi à avoir ce qui me conduit à travers ma vie, ce que je recherche. Et voilà, ça m'a poussé à changer d'orientation et me reconvertir vers un autre métier. Donc, c'est valable à chaque étape du parcours professionnel, ce flou. Je vais vous parler en quelques mots du candidat idéal. Que représente un candidat idéal aujourd'hui pour un employeur? J'ai une personne qui réunit différentes compétences. Je dis idéal, c'est de trouver la personne parfaite, mais c'est souvent quelqu'un qui apprend vite. Et c'est, je pense, la qualité aussi d'un public universitaire, c'est qu'on est amené à apprendre vite et surtout bien. Je tiens à souligner le bien, parce qu'on a parfois tendance à aller beaucoup trop vite dans l'industrie. On veut toujours délivrer davantage, plus rapidement. Je pense que cette compétence d'apprentissage rapide est une force que l'on peut apporter à une entreprise, mais il faut apprendre vite et bien et faire nos projets en certains délais, mais toujours avec une certaine qualité. Donc, la vitesse n'est pas toujours garante de la qualité. Certaines entreprises ont tendance à mettre trop l'accent sur cette vitesse au détriment de la qualité. Et donc, ce serait bien de pouvoir leur réapprendre parfois à diminuer un petit peu la cadence
pour bien faire les choses et aussi nourrir le bonheur de leurs employés. Parce qu'en allant un peu plus lentement, les employés se sentent parfois plus heureux aussi dans leur travail parce qu'ils peuvent s'y investir pleinement. Ils cherchent aussi des personnes qui sont dédiées et loyales. C'est un petit peu le rôle de l'employeur, c'est de s'assurer que vous allez être loyal, fidèle à ses produits, fidèle à son modèle de société et que vous allez perdurer. Vous êtes un investissement pour l'employeur. Il veut minimiser les changements et les rotations de personnel à un moment donné, mais donc il doit aussi s'assurer que vous soyez un potentiel candidat loyal au métier que vous allez intégrer et que vous allez tout faire pour votre entreprise. C'est un petit peu ce que chacun recherche. Vous allez monter une société demain seul. Vous allez chercher des personnes qui restent au sein de votre société pour ne pas toujours vivre dans ce stress de devoir rechercher de nouvelles personnes, de nouveaux employés et de perdre de l'argent in fine. Alors, comme je l'ai mis sur la droite, une éducation adéquate, bon, ben ça, je pense que c'est un point de départ commun à beaucoup d'universitaires. C'est ce qui fait leur richesse, leur qualité. C'est vous allez quand même vous retrouver sur un marché de l'emploi où vous pourrez mettre en valeur votre parcours universitaire, la qualité de votre enseignement, quelque chose qui est très valorisé forcément dans les entreprises parce qu'un universitaire va justement être associé à une personne qui a un esprit d'analyse, une capacité d'apprentissage rapide, qui est quelqu'un de structuré, quelqu'un capable d'innovation, quelqu'un qui est capable, qui est doté d'un esprit critique. Donc des valeurs qui sont recherchées par les entreprises aujourd'hui. Les compétences techniques, on ne peut pas passer à côté. Si un employeur demande quelqu'un spécialisé en finance, forcément, il va vous demander de pouvoir justifier une connaissance dans la finance. Alors, au sortir de l'université, je vous rassure, on peut arriver avec un profil plus général, forcément, parce que les employeurs sont toujours plus amènes de vous former, surtout lors de vos premières années. Si vous vous tournez vers des sociétés, comme je l'ai cité, PricewaterhouseCoopers, les Big Four, ce sont des sociétés qui laissent beaucoup d'opportunités aux futurs aux jeunes gradués, pardon, en investissant énormément dans la formation. Si par exemple vous voulez apprendre de l'audit, vous avez une formation, un MBA relativement général, ce sont des sociétés qui vont regarder un petit peu votre personne selon les différents points que j'ai mentionnés ici, en quelle mesure vous êtes une personne rattachée à leur état d'esprit, avec des bonnes compétences, avec un beau parcours universitaire, et intéressés aussi par le domaine d'activité en tant que tel, par exemple l'audit, comme je l'ai dit, ils seront prêts à vous embaucher et à vous former pour vous faire devenir de futurs auditeurs avec des compétences bien spécifiques en comptabilité, en finance ou autre. Alors, un dernier point très important, c'est qu'ils vont rechercher l'expérience. Je sais qu'il y aura beaucoup de questions par rapport à ces expériences auxquelles je me ferai un plaisir de répondre, mais la valorisation de l'expérience est très importante à tous les stades du parcours professionnel. Alors, ces expériences peuvent prendre différentes formes, j'y reviendrai, mais si je prends un exemple dans ma carrière actuelle, pour évoluer vers une carrière de senior product manager, comme je vous l'ai dit, je suis la face du produit au niveau national. Je suis le spécialiste de la stratégie marketing qui doit guider des équipes. Mes compétences, mes expériences requises, ce sera dans quelle mesure je suis capable d'établir une stratégie liée à un produit, de lancer un produit nouveau sur le marché, de prévoir les ventes liées à ce produit-là en analysant au mieux le marché, de prévoir le budget qui sera requis pour pouvoir générer ces ventes et apporter du soutien aux équipes commerciales pour atteindre leurs objectifs. C'est l'intuitivité que vous allez acquérir à travers ces expériences-là qui sera valorisée. Le fait que l'employeur puisse reposer sa toute confiance en vous pour mener à bien vos missions. Alors, je vous ai parlé ici de compétences idéales, de candidats idéal. Et je vous ai dit aujourd'hui, les employeurs sont un petit peu perdus. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de personnes en recherche de travail qui viennent avec leurs compétences propres. L'employeur ne sait plus très bien où donner de la tête, au-delà du fait qu'il soit dans cette quête incessante du candidat, de trouver un candidat idéal. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez devoir, en tant que personne,
projeter chez cet employeur la meilleure image que vous avez de vous-même, comme je vous l'ai dit, hein, donc avec une certaine personnalisation, des émotions et la proximité culturelle que vous pourrez lui apporter pour le réconforter dans son choix et vous assurer que votre personne matche avec les prérequis de l'employeur et vous allez devoir vraiment favoriser, faciliter le match que pourra faire l'employeur entre le job et ses compétences requises et votre propre personne. Et comme je vous l'ai dit, l'employeur aujourd'hui est un petit peu dans le flou. Il faut l'aider parce que ici, je vous prends quelques exemples d'emails que j'ai reçus d'employeurs. Personnes qui parfois ne savent plus du tout où chercher, en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est ça qu'il faut travailler son image. Il faut pouvoir faciliter l'embauche, votre embauche propre. Regardez ici, vous avez des employeurs qui me contactent de manière très générale avec des emails peu personnalisé. On peut lire que c'est un email non personnalisé, c'est un email très générique parce qu'on ne mentionne déjà pas mon nom dans l'email. On vous parle d'une nouvelle opportunité, on vous demande si ça va avec votre famille, vos proches en cette période de Covid. Un email qui est probablement envoyé à un millier de personnes. On parle un peu de mass mailing, donc les employeurs ne savent pas très bien où chercher, donc ils vont ratisser large pour essayer de toucher un maximum de futurs candidats et ensuite de pouvoir faire une sélection au sein de ces groupes de candidats. Je vous parle de mauvais ciblage. Je vous ai dit, j'ai fait des études d'ingénieur de gestion. Je suis spécialisé en marketing. Je reviendrai sur LinkedIn dans quelques minutes. Mais sur mon LinkedIn, il est bien spécifique. Je suis responsable marketing dans l'industrie pharmaceutique. Mais j'ai encore des employeurs qui viennent me proposer des jobs dans tout ce qui est architecte, business architecte, solutions d'entreprise en IT pour des domaines. Ici, on parle de Color Group, donc c'est de la chaîne alimentaire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de correspondance entre mes compétences propres et ce type d'emploi. Et finalement, on est déjà parti sur un mauvais piédestal puisque très certainement, la suite d'une collaboration éventuelle n'aboutira à rien puisqu'on se rendra compte très rapidement lors d'éventuels entretiens que nous n'avons rien à voir l'un et l'autre. Donc, ici, on parle de mauvais ciblage. Et comme je vous ai dit, les employeurs sont vraiment dans un flou. Ils reconnaissent eux-mêmes l'existence d'un problème aujourd'hui. Je reçois des emails d'employeurs qui cherchent un candidat idéal. Ces mêmes employeurs, vous vous contactez une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Ils reconnaissent eux-mêmes être un problème, c'est-à-dire être des personnes qui harcèlent presque certains candidats. Donc, on se retrouve dans une situation où vous avez des compétences à valoriser. Il y a beaucoup de monde a beaucoup de compétences à valoriser. Les employeurs recherchent un candidat idéal dans cette masse de compétences, mais plus personne ne s'y retrouve très facilement dans ce flou. Et donc, votre mission à vous, au sortir de l'université, ce sera d'apporter une chose, c'est de vous différencier ou de sortir du lot. Alors, c'est facile à prononcer, sortir du lot, à donner comme conseil aux futurs diplômés. Il faut sortir du lot. Oui, mais comment? C'est pas si facile que ça. L'image d'elle-même, l'image devant vous, pardon, parle d'elle-même. Il est difficile de se différencier de la masse. Comment on se différencie? On sort du lot. Ben, c'est à travers, comme je l'ai dit, la richesse de ses expériences ou la diversité même de ses expériences. Comme je l'ai dit, la richesse de ces expériences, c'est être capable d'analyser un descriptif, le descriptif d'un emploi mis en ligne par un recruteur, de comprendre quelles sont les compétences que j'ai acquises et que je peux mettre, que je peux valoriser au sein de ce descriptif d'emploi. Et la richesse de l'expérience en tant que telle, c'est je vais pouvoir rédiger un CV qui correspond exactement à ce que recherche l'employeur, qui est bien ciblé. Et comment nourrir cette richesse d'expérience? C'est en faisant beaucoup de CV, en postulant à beaucoup d'emplois au sortir de l'université. Il faut essayer de postuler un maximum dans différentes entreprises, faire des CV encore et encore et encore, et voir à travers le temps, en apprenant comment bien cibler les besoins de l'employeur, je vais pouvoir attiser son intérêt et espérer décrocher un premier entretien d'embauche. Donc, l'expérience
de la rédaction du CV constitue la richesse de l'expérience ici. La diversité, c'est dans quelle mesure j'ai réalisé une multitude, par exemple, de jobs dans mon cas de figure. J'ai traversé différents emplois avec leurs obstacles et leurs opportunités propres. Mais aujourd'hui, j'ai acquis une diversité d'expériences. J'ai travaillé à l'international, j'ai travaillé dans des milieux avec des équipes de vente difficiles, un business difficile, des business différents, des marchés différents. Et j'ai acquis un bagage aujourd'hui qui me permet de valoriser ma seniorité. Parce que l'employeur qui m'a embauché aujourd'hui comme senior marketing, c'est que je suis capable de m'adapter à différentes situations, de faire face à beaucoup de situations difficiles et que lorsque ces situations difficiles se présenteront au sein de mon job actuel, je serai capable de les surmonter grâce à cette diversité d'expérience, ce bagage d'expérience qui est également lié à la richesse des expériences. Et comme je l'ai dit, on fait face aujourd'hui à beaucoup d'obstacles et d'opportunités tout au long de notre carrière professionnelle, à commencer de nos derniers jours passés à l'université. Et ces obstacles et ces opportunités vont nourrir la richesse des expériences, entre autres, les agrémenter, comme je l'ai dit. Donc, c'est, comme je l'ai dit, la rédaction de CV, par exemple, qui va nourrir cette richesse d'expérience. Et la diversité des expériences va être également agrémentée par le changement. Quand vous avez une opportunité qui se présente à vous, je travaille depuis un certain temps au sein de mon entreprise, au sein de mon job, j'ai une opportunité, une promotion qui s'offre à moi ou un autre employeur qui vient toquer à ma porte et qui me propose un nouveau job avec plus de responsabilités, je vais décider de capturer cette opportunité. C'est ce changement-là qui va apporter une diversité dans mes expériences. Si je parle de manque d'obstacles, je pourrais parler, dans le cas d'un jeune gradué, du manque d'expérience qu'il pourrait avoir au regard d'un premier emploi. C'est bien que les employeurs vont demander un maximum d'expérience aux jeunes gradués. Ouais. Comment faire face à cet obstacle? Je pourrais me dire, tiens, je vais m'investir dans un job de bénévole ou faire un stage parce que ces activités-là vont me permettre d'acquérir davantage d'expérience. Et donc, je vais susciter un changement de situation. Je vais naturellement essayer de faire un stage parce que ce stage va nourrir la diversité de mon expérience au sortir de l'université. Je n'aurai pas juste un diplôme, j'aurai un diplôme et un stage à valoriser pour mon futur employeur. Donc, le changement nourrit les expériences, aussi diverses soient-elles. Alors, comme je vous l'ai dit, cette richesse et cette diversité d'expériences est valable à chaque étape du parcours professionnel. Et vous allez pouvoir les agrémenter tout au long de votre vie et des différents emplois que vous allez rencontrer. Alors, maintenant, j'aimerais bien revenir à mon parcours professionnel, parce que j'ai parlé des richesses d'expérience, diversité d'expérience. Ça peut peut-être emmener nos participants un petit peu dans le flou. Mais parlons concret. Je vous ai dit que j'étais diplômé bachelier ingénieur de gestion. J'ai fait mon master à l'ULB à la VUB, donc ça constitue un petit peu mon parcours universitaire. J'ai mis ici université. À l'issue de ce parcours-là, j'ai décroché un premier emploi comme consultant en IT chez PwC. Et puis, j'ai changé d'industrie, j'ai évolué. Vous voyez en orange toute la succession d'emplois de jobs que j'ai endossés au sein de l'industrie pharmaceutique, à commencer comme junior brand manager jusqu'à senior product manager aujourd'hui. Et ce qui est important à retenir ici, c'est que pour arriver à traverser ces différentes étapes, j'ai dû chaque fois travailler j'ai dû rencontrer différents obstacles. Ici, si je prends par exemple de mes derniers instants à l'université à mon premier emploi, j'ai toute une série d'obstacles qui se sont présentés à moi,
que vous allez également rencontrer, c'est comment créer de la visibilité autour de ma personne propre auprès des employeurs. Comment faire de la recherche de job et où rechercher de l'emploi. La problématique du CV, comment faire son CV, comment dresser une lettre de motivation. Et enfin, comment, je l'espère pour moi-même et pour tous, décrocher un premier entretien en face à face, un entretien d'embauche ou en virtuel, puisqu'on est dans la société du virtuel. Ça, ce sont les obstacles auxquels je fais face pour décocher une opportunité qui est l'opportunité du premier emploi comme consultant en IT chez PwC. Alors, je vous rassure, ces étapes-là, elles sont valables à chaque cycle, comme je l'ai dit, de votre carrière. La seule chose qui va changer, c'est que vous allez acquérir davantage d'expérience pour traverser chacune de ces étapes. Et ceci, davantage d'expérience qui vous sera demandé de la part de l'employeur pour décrocher chacune de vos fonctions futures, lesquelles demandent en effet davantage de bagages professionnels pour pouvoir entrer en mission. Mais aujourd'hui, l'objectif, ce n'est pas de vous projeter déjà dans des carrières de senior product manager ou des étapes beaucoup plus avancées d'un parcours professionnel dans l'industrie, mais d'abord de se focaliser sur les premiers instants suivant nos derniers instants dans le milieu universitaire. Et donc, je vais vous mener un petit peu à travers les différentes étapes que vous allez traverser bientôt entre votre fin de parcours universitaire et votre premier emploi. Alors, qu'est-ce qui est important à retenir ici? C'est qu'à travers chacune de ces étapes, vous allez devoir toujours capitaliser sur une chose dont je vous ai parlé lors de l'ouverture de ce webinaire. C'est l'image que vous allez renvoyer à votre interlocuteur. Donc, plein d'étudiants vont postuler au même emploi. Hein. On parle parfois de 50 personnes, 100, 200, 300, 400 personnes qui postulent à un même emploi, dépendant du secteur, dépendant de la compétitivité. Je vous rassure, il n'y a pas systématiquement 300 personnes qui postulent au même emploi. Je pense qu'on tourne toujours un peu en moyenne des 50 au minimum, mais il y a moyen de faire son chemin jusqu'à l'entretien d'embauche. Mais ce qui sera très important, c'est de travailler l'image que vous allez renvoyer à votre interlocuteur. Et comme je l'ai dit, la personnalisation, essayer de vous distinguer des autres à travers chacune des étapes de recrutement, depuis la visibilité que vous allez offrir aux employeurs jusqu'à la rédaction de CV, jusqu'à l'entretien d'embauche. Faire attention à l'émotion que vous pouvez apporter à votre employeur, essayer de se connecter à ses émotions propres et essayer d'apporter cette proximité culturelle. Donc, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'en fonction des étapes que vous allez parcourir lors de la session de recrutement, il faudra mettre davantage l'accent sur l'une ou l'autre des caractéristiques. Et ce n'est pas possible de mettre l'accent sur toutes les caractéristiques à travers lesquelles se construit l'image. Par exemple, les émotions et les proximités culturelles seront davantage transférables lors d'un entretien d'embauche en face à face, puisque vous aurez davantage de proximité directe avec votre employeur à ce moment de l'étape du processus de recrutement. Mais le plus important, c'est qu'à travers toutes ces étapes, vous nourrissez la cohérence de l'image et de ces caractéristiques que vous allez renvoyer au sein du marché de l'emploi. Je vais vous parler d'abord de visibilité. Comment construire une image adéquate? Ça, c'est votre personne propre avec toute la richesse de vos compétences, de votre passé, de votre histoire qui va constituer cette image adéquate que vous allez façonner lors de votre recherche d'emploi. La visibilité, qu'est-ce que signifie la visibilité? C'est déjà de montrer aux employeurs que vous êtes là. Je sors de l'université où je serai bientôt diplômé. Mais, chers employeurs, sachez que je suis là. La plus importante, je pense, des étapes à franchir, c'est soyez sur les réseaux sociaux. Vous connaissez très probablement LinkedIn. Soyez sur LinkedIn. Construisez votre profil. Sachez que c'est un endroit où beaucoup d'employeurs se rendent aujourd'hui, très riche en échanges, en contact direct avec les employeurs. Alors, si je prends un exemple aujourd'hui, en ce qui me concerne, moi, je pense que sur 5 des emplois que j'ai pu décrocher,
3 ont pu être décrochés à travers LinkedIn. J'ai des connaissances très proches dont certaines ont eu du mal à trouver de l'emploi au sortir de l'université, qui ont décroché leur emploi en décidant d'aller sur LinkedIn. Parce que LinkedIn offre une multitude d'options qui vous permettent d'apporter de la visibilité à votre exemple en disant aux employeurs que vous êtes ouvert aux nouvelles opportunités. Voilà, je suis ouvert pour un travail de type contractuel à temps plein. Je suis prêt, je suis disposé à commencer n'importe quand dans une fonction de project manager. Naturellement, les employeurs vont voir cette visibilité, vont venir vous contacter pour d'éventuels entretiens d'embauche. Alors ici, je tiens à souligner l'importance, surtout au stade universitaire, des stages. Si vous avez un jour la possibilité de faire un stage en entreprise, dans le cadre d'un cours, aussi quelconque soit-il, essayez de faire ce stage en entreprise parce que les stages sont extrêmement valorisés au sortir de l'université. C'est déjà un premier pied dans le monde professionnel que vous pouvez valoriser auprès de l'employeur. Il saura que vous avez déjà pu communiquer avec le monde professionnel, vous mettre dans le bain, dans le monde professionnel, comprendre les dynamiques auxquelles vous pourriez vous attendre lors d'un premier emploi. Et donc, eux recherchent déjà à avoir ce petit acquis d'expérience avant de commencer votre chemin professionnel propre. Le volontariat, je tiens à le souligner, c'est un domaine très valorisé aujourd'hui par les employeurs qui recherchent des personnes motivées, indépendantes, qui ont de la prise d'initiative, bienveillantes souvent maintenant, puisqu'on est dans une société où les pressions au niveau du travail sont davantage importantes. La pression au résultat est toujours plus importante. Et dans ce milieu professionnel sous pression élevée, beaucoup d'employés font face à un stress quotidien, beaucoup d'émoi, la peur de ne pas y arriver. Et ces expériences de volontariat vont traduire de votre personne une personne bienveillante qui a la capacité à s'ouvrir aux autres et à les aider à traverser des situations difficiles ou à les soutenir dans leurs difficultés quotidiennes. Et ce volontariat sera très valorisé par vos employeurs. Et le volontariat, je peux dire, est en général plus accessible peut-être qu'un stage, dépendant des pays. En Belgique, c'est relativement accessible puisque des emplois de bénévoles sont des emplois qui sont souvent très recherchés par le secteur associatif puisqu'il n'y a pas de contrepartie à l'exception du travail propre, de vos efforts propres que vous pouvez investir au sein d'une association. Alors, vous allez être bientôt diplômé. N'oubliez pas les foires à l'emploi. Hein. À un moment donné, ces foires vont ouvrir. Sous quel format? Ici, on commence à sortir du Covid, ce qui est une bonne chose pour tous. Donc, masqué, j'ose espérer que vous pourrez participer à des foires à l'emploi. Faites-en un maximum parce que vous allez acquérir une proximité très importante avec de futurs employeurs. C'est l'occasion d'échanger en face à face ou éventuellement en virtuel selon les formats possibles avec des personnes, de parler de vous, de parler de votre personne propre, d'échanger au niveau de l'émotionnel, comme j'ai dit, de votre culture, de mettre de la visibilité sur votre historique culturel, d'où vous venez, de mettre un visage aussi sur votre personne. Et donc, comme je l'ai dit, de réconforter un futur employeur et peut-être de le mettre en confiance vis-à-vis d'une collaboration future. Donc, c'est le moment idéal pour projeter votre image auprès des employeurs à travers les différents piliers que je vous ai mentionnés précédemment. Alors, j'ai parlé du screening, donc la recherche d'un emploi, d'un premier emploi. Encore une fois, je vais peut-être me répéter, mais LinkedIn est une ressource importante pour vous. Construisez votre profil et cherchez de l'emploi sur LinkedIn. LinkedIn a mis sur pied une multitude d'options aujourd'hui qui favorisent vraiment la recherche d'emploi, qui la facilite au maximum. Vous avez des options de recherche simplifiées qui vous permettent d'envoyer un CV préformaté à un employeur sans devoir parfois attacher une lettre de motivation, sans devoir parfois justifier pourquoi vous souhaitez postuler à cet emploi.
je retombe un petit peu dans le mass mailing. C'est un petit peu postuler en masse à différents emplois, mais ça fonctionne parce que si votre profil et votre CV attire l'attention d'un employeur, vous aurez probablement un retour de la part de celui-ci. Après, je ne vous cache pas que ces options-là ont peut-être un taux de réponse relativement limité. Il faudra peut-être envoyer une centaine de CV pour espérer avoir 5 réponses. Mais c'est le travail que tout le monde doit investir dans sa recherche. Postuler, postuler, postuler. C'est le meilleur moyen de décrocher un jour un entretien d'embauche qui vous mènera au premier emploi. Donc, la recherche d'emploi sur LinkedIn, l'ouverture aux opportunités, deux options importantes. Les sites web des entreprises. Alors, toutes les annonces, toutes les offres d'emploi ne sont pas systématiquement recensées sur les plateformes de recherche d'emploi comme LinkedIn ou autres. Je citais ici, par exemple, en Belgique, monster.be ou indeed.com. Ces plateformes-là vont rassembler un grand nombre d'offres d'emploi, mais beaucoup d'offres d'emploi se cachent également sur le site web des entreprises. Et je tiens à vous dire que j'ai moi-même trouvé certains emplois en allant directement sur leur site web, option carrière. Alors là, ce qui est très intéressant dans cette recherche, c'est qu'elle est spécifique. Vous allez d'abord, en général, vous intéresser au secteur d'activité au sein duquel vous souhaiteriez obtenir un premier emploi. Vous allez ensuite vous rendre sur ce site web et vraiment lire une multitude d'informations. Vous allez naturellement vous renseigner sur l'entreprise. En fait, inconsciemment, vous allez déjà vous mettre dans le bain, vous préparer aux futurs entretiens d'embauche, vous préparer à la rédaction de votre CV, à la rédaction de votre lettre de motivation et déjà avoir l'état d'esprit de l'entreprise en tête. Donc, moi, mon conseil, c'est aller sur les options carrières des sites des entreprises. Vous y trouverez probablement des opportunités qui ne seront pas présentes sur les grosses plateformes de recrutement comme monster.be, indeed.com. Encore une fois, je tiens à le mentionner, un des meilleurs endroits quand vous êtes jeune diplômé, moi je l'ai fait à l'ULB, à la VUB ici à Bruxelles, c'était de participer aux foires à l'emploi. Donc, au sein des locaux de l'ULB, il y a des foires à l'emploi. Vous pouvez vous y rendre comme étudiant, aller rencontrer de futurs recruteurs potentiels. Alors ici, certes, nous parlons d'une université en ligne. Je tiens aussi à vous rassurer que ces foires à l'emploi existent en dehors du milieu universitaire. Les foires à l'emploi seront par exemple organisées, je peux prendre l'exemple de la Commission européenne. Je sais qu'il y a la Commission européenne, mais il y a des journées pour les futurs employés, des journées de sensibilisation aux emplois de la Commission européenne, des journées de sensibilisation qui vont mettre en rapport de futurs employeurs de la Commission européenne avec des futurs diplômés universitaires. C'est l'occasion déjà d'échanger et de cultiver une collaboration future potentielle. Donc, cherchez les foires à l'emploi, elles existent, elles sont disponibles sur Internet. Renseignez-vous et vous pourrez probablement alors y participer et créer un premier lien avec de futurs employeurs. Comme j'ai dit, les stages en entreprise, un stage en entreprise, encore une fois, je me répète, mais c'est un moyen aussi de vous connecter directement avec un futur employeur potentiel. Sachez qu'en général, je ne peux pas dire que c'est dans tous les cas de figure, mais il y a beaucoup de cas où des étudiants commencent à travailler, à acquérir de l'expérience professionnelle via un stage en entreprise, à l'issue duquel, si tout s'est bien passé entre vous et l'employeur pourrait éventuellement vous proposer déjà un premier emploi chez lui, puisque vous avez déjà cette expérience, il est content de votre travail, il vous connaît. Et quoi qu'il en soit, si ça n'aboutit pas à un premier emploi au sein de cette entreprise-là, c'est de l'expérience que vous pouvez réutiliser lors d'une phase ultérieure. Et comme je l'ai dit, le volontariat peut également mener à des premiers emplois, donc à ne pas négliger. Alors, une fois que vous avez fait votre recherche d'emploi sur ces différents réseaux sociaux, vous allez arriver à l'étape ultérieure du processus de recrutement qui consiste en la rédaction de votre CV. Alors ici, j'ai voulu prendre 2 CV. Des CV, vous pouvez en trouver une multitude sur Internet.
mais il y a certains points qui constituent un bon CV, qui le différencient je dirais pas d'un mauvais CV, mais d'un CV qui n'est pas peut-être approprié. Je pense qu'avant de commencer à distinguer un bon d'un mauvais CV, le premier conseil que j'ai à donner, c'est soyez sensible à l'industrie à laquelle vous postulez. Soyez sensible aux constituants de cette industrie. Sachez que forcément de postuler dans l'enseignement universitaire n'est pas la même chose que postuler dans l'industrie pharmaceutique, n'est pas la même chose que de postuler dans l'industrie des médias. L'industrie des médias va rechercher des personnes davantage innovantes, donc des CV qui sont très flamboyants, avec beaucoup d'images, un style bien particulier. Là où d'autres industries, comme l'industrie pharmaceutique, recherchera aussi des compétences en innovation, certes, mais peut-être sous format de CV plus traditionnel. Néanmoins, sachez que les CV aujourd'hui doivent quand même atteindre un certain niveau de personnalisation, comme je l'ai dit. Ici, je reprends un CV d'un commercial, par exemple, Ryan. Je regarde le CV à gauche. Ben, vous voyez, c'est un CV qui est relativement commun, avec peu de contraste. Si l'employeur reçoit 100 CV comme ça, ce sera difficile de faire la différence entre celui-ci et les compétences d'un autre candidat. Pourquoi? Parce que le résumé de la personne est relativement succinct. On n'en dit pas beaucoup sur cette personne-là qui veut aligner ses compétences aux produits et services de l'entreprise pour laquelle il postule. Peu d'informations sur sa personne propre. Un descriptif de fonction très léger, un peu d'informations, des phrases très générales. J'ai couvert les ventes marketing qui inclut tout ce qui était cotation et autres. Ce n'est pas spécifique, ce n'est pas du contenu qui peut vraiment engager le recruteur et déjà le projeter dans des compétences propres qu'il pourrait mettre en adéquation avec un job futur, la fonction que vous endosseriez. Vous voyez ici, les compétences que recherchent les employeurs sont très peu décrites. On parle de communication, d'organisation, leadership, c'est très vague, c'est très conceptuel. Ça ne projette pas la collaboration. Et puis, une petite ligne concernant l'éducation n'est pas forcément un CV flamboyant, là où une personne commerciale ici aura déjà davantage à mettre en avant. Vous avez parlé de votre réseau social, LinkedIn, votre adresse, l'utilisation de petits logos va quand même agrémenter votre CV. Le résumé est davantage fourni. Les expériences sont bien définies avec des bonnes dates, de la spécificité également du contenu sera importante. Vous voyez ici, il y a davantage d'attention qui est mise sur le parcours professionnel, là où à gauche, on a deux expériences relativement succinctes. Ici, on a vraiment un parcours bien détaillé avec toute la richesse des expériences à offrir aux recruteurs. Les compétences en communication, les différentes compétences sont clairement explicitées ici, mises à part dans une colonne sur la droite. Et donc, l'ensemble est structuré, visible, tape à l'œil. Donc, l'employeur ici va pouvoir directement accéder aux compétences, à l'éducation, aux différentes langues parlées, aux hobbies. Et ce CV-là va forcément se démarquer du CV à gauche, qui reste relativement à l'écart et ne se différencie pas du reste. Alors, si on va aller davantage plus loin encore dans la rédaction de CV, pour certaines industries, on pourrait même intégrer une photo. Ça peut être accepté. Il faut voir un petit peu selon les besoins la façon de travailler de l'industrie. Mais dans certaines industries, montrer sa photo, par exemple, en tant que futur commercial, peut aussi projeter l'employeur. Vous voyez ici, c'est un CV qui est encore plus réussi dans toute sa richesse visuelle et la balance entre le contenu et les éléments visuels. Je vais aller davantage dans le détail de ce que je considère peut-être être un bon CV. C'est que les contacts sont clairement identifiés en dessous du visage de la personne. Il y a un bon texte d'introduction présentant la personne comme un professionnel expérimenté en comptabilité qui a plus de 15 ans d'expérience dans des entreprises de différentes tailles. Il explique un petit peu son parcours.
qu'il a travaillé à travers le monde du conseil, il a fait beaucoup de séminaires, il a la capacité de prise de parole en public. Donc, il s'introduit bien. Je sais déjà à qui je vais m'adresser en tant que recruteur. Je vois la personne, ses contacts, je sais d'où il vient, qui il est. Le parcours professionnel va apporter davantage de précision au texte d'introduction. Voilà, je postule pour un poste, par exemple, de financier. Je vous rassure, je travaille comme comptable, analyste financier pour une certaine entreprise. J'ai continué à me former dans la comptabilité à travers différentes expériences professionnelles pour devenir un contrôleur financier, un expert comptable à l'issue de ces expériences, et je voudrais les valoriser aujourd'hui au sein de votre entreprise. Et ceci inclut également, vous pourrez prendre dans cette section-là, vous en tant que futur diplômé, les expériences de volontariat ou les expériences, les stages que vous aurez fait en entreprise. L'éducation est très importante, donc on a un parcours clair, bien expliqué, scolaire, depuis l'école secondaire jusqu'à l'université. Plus tard dans votre carrière, c'est important aussi de mettre en évidence, je dis plus tard dans votre carrière, mais peut-être que vous avez déjà remporté des prix, vous êtes peut-être déjà formé au-delà de votre parcours universitaire dans l'obtention de compétences spécifiques, l'obtention de certificats. Vous verrez qu'il y a un marché du certificat qui est très développé aujourd'hui. Certificat permet d'acquérir des compétences spécifiques via un enseignement établi sur une courte durée, valorisé, et que vous pouvez vous-même valoriser auprès de votre futur employeur. Alors, tout ce qui est compétences, logiciels informatiques, les langues, l'expertise, à bien mettre en évidence. Les langues sont très valorisées aujourd'hui, de pouvoir parler l'anglais ou davantage de langues. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde où les dynamiques économiques changent beaucoup. Au niveau de l'Asie, de l'Afrique, les rapports de force changent énormément. De pouvoir parler des langues du continent asiatique, africain ou sud-américain, et d'apporter ces langues-là dans des multinationales a beaucoup de valeur, puisque ça vous permettra d'établir des échanges commerciaux avec d'autres pays, des points de contact pour ces échanges commerciaux. Donc, à valoriser. Dans les hobbies et les intérêts, vous pouvez décrire un petit peu ce que j'ai décrit au début, vos passions, l'astronomie, l'escalade. Vous avez fait un voyage, par exemple, d'1 an à Shanghai. Je suis papa d'un petit garçon. C'est là que vous pouvez apporter une certaine couche de personnalisation. Alors, je vais résumer ici en quelques points les points importants pour la rédaction d'un bon CV, c'est qu'il doit être impactant, il doit être structuré. Essayez d'y mettre l'expérience et vos expériences riches et surtout diverses. Pourquoi? Parce que celles-ci vont vous permettre d'établir l'ensemble des compétences que vous pouvez transférer depuis ces expériences-là dans votre futur emploi, ce qui est très important pour votre employeur futur, et où retrouver dans le CV ces expériences riches et diverses et ces compétences transférables, entre autres dans les expériences professionnelles, parler du volontariat, des stages et autres, dans les hobbies et les intérêts également. Si vous dites, ne serait-ce qu'un voyage que vous avez effectué pendant 1 an à Shanghai, quelque chose qui va être valorisé par un futur employeur parce qu'il va dire qu'il est capable de s'adapter à une culture qui n'est pas la sienne, d'évoluer dans un univers qui n'est pas le mien. Moi, j'ai voyagé plusieurs fois à Shanghai. J'avais la barrière de la langue, la difficulté à communiquer avec des Chinois parce que je suis de langue francophone, occidentale. J'ai dû m'habituer, m'accaparer à cette situation, m'adapter à cette situation-là, pardon. Et c'est une compétence qui me définit comme étant une personne indépendante, capable de prise d'initiative, capable d'adaptation à des cultures autres, compétence valorisée au sein d'une société davantage globale aujourd'hui. Alors ensuite, les émotions, la proximité culturelle, vous pouvez aussi l'établir dans la partie hobby, intérêt, comme je l'ai dit, papa d'un petit garçon. Osez mettre des informations plus personnelles à un certain moment dans votre CV, parce que je vous l'ai dit, quand l'employeur fera face à une centaine de CV face à lui, il va rechercher des éléments qui vont vraiment lui taper à l'œil et faire de votre CV un CV davantage personnalisé, donc, qui se distingue du reste et qui va vous faire sortir du lot. Vous aurez alors donc fait, comme je l'ai dit, de votre propre CV un CV personnalisé, et donc vous aurez déjà mis
maximum de chances entre vos mains pour passer à l'étape suivante du processus de recrutement. Alors, mon conseil, c'est qu'il y a une multitude de modèles disponibles par secteur, par industrie sur Internet. Tapez juste CV de référence pour l'industrie pharmaceutique et vous trouverez ce que vous voudrez. Deuxième point important, c'est un peu le point bloquant, la lettre de motivation. Ce n'est pas forcément ce qui est le plus agréable à rédiger, quoique ça vous permet également de vous projeter un petit peu dans la mise en adéquation de vos compétences avec les prérequis du job. Alors, ce qui est important dans une lettre de motivation, c'est que vous allez confirmer une série de choses qui vont s'inscrire dans la continuité du CV. Alors, je vais vous expliquer quels sont les points qui différencient une mauvaise d'une peut-être meilleure lettre de motivation. Et encore une fois, c'est l'expérience qui va vous amener à faire une lettre adéquate, pertinente pour votre employeur futur. Ici, par exemple, je prends une lettre qui est considérée peut-être comme un mauvais exemple. Je m'adresse ici à Tesco, c'est une chaîne alimentaire en Angleterre, sans avoir connaissance de la personne en charge du recrutement. Je parle à cher monsieur Tesco, hein, donc je mets le nom de l'entreprise avec son adresse. Et pire encore, je mets Dear Sir, Dear Madame. Donc là, l'employeur sait qu'on ne sait pas à qui on s'adresse, on n'a pas fait de recherche en amont, c'est très général. C'est peut-être une lettre que je copie-colle et que j'envoie à une série d'employeurs. Je mets référence de l'emploi, Job Application, ça arrive, on a déjà vu des lettres comme cela. Soyez spécifique. Si je regarde à droite ici, je vais m'adresser à M. Carl McCare avec une adresse complète. Cher M. McCare, et je définis bien la référence de l'emploi, assistant enseignant, avec le numéro de référence de l'offre. L'employeur saura déjà que vous vous êtes renseigné, vous savez de quoi vous parlez. Vous ne dites pas juste je suis intéressé de postuler à votre job parce que je viens de finir l'université, on m'a demandé de postuler à votre job, je suis quelqu'un qui travaille, qui est dévoué, j'adore travailler en équipe, je suis ponctuel. Il y a beaucoup de légèreté dans l'information, vous ne parlez pas réellement de pourquoi vous êtes intéressé par cette entreprise. Vous dites que vous n'avez pas l'expérience que vous pouvez mettre en adéquation avec ce job, mais que vous êtes prêt à apprendre rapidement de cet emploi. L'ensemble est relativement vague. Il faut rentrer dans la spécificité. Alors, qu'est-ce qui est important? Je vais vous souligner les points importants d'une bonne lettre de motivation, c'est de dire qui je suis et comment me contacter. Donc, bien mettre ses références, avoir connaissance du responsable de recrutement, être spécifique, comme je l'ai dit, donc aller dans l'intitulé de la fonction, expliquer pourquoi vous êtes intéressé par ce job. J'ai une compétence propre, je veux évoluer, j'ai vu votre offre d'emploi, c'est exactement ce qu'il faut pour moi pour me développer et je peux mettre au maximum à profit mes compétences pour votre société. Comment? Mais vous devrez expliquer quelle expérience pertinente et quelles sont les compétences transférables qui feront de vous un candidat idéal via ma richesse et ma diversité d'expériences. J'ai beaucoup d'expérience dans le pharmaceutique, en stratégie marketing et autres. Vous cherchez quelqu'un de senior pour gérer de manière indépendante votre business. Je suis la personne adéquate. Essayez d'être spécifique et de donner des exemples de réussite également. J'ai atteint un résultat de 110% sur mon produit parce que j'ai mis en application certaines compétences, des compétences que vous recherchez, de gestion d'équipe, des définitions de la stratégie claire, des compétences en communication. Donc, il faut vraiment essayer de leur expliquer pourquoi vous êtes un candidat idéal et quelles compétences spécifiques vous allez amener chez eux pour faire croître leur business en utilisant un maximum de cas précis et concis. Vous terminez en expliquant pourquoi vous êtes très intéressé par cette entreprise et vous êtes persuadé que c'est le bon choix. Vous expliquez également que vous avez votre CV en attachement qui vient compléter votre lettre de motivation, que vous êtes ouvert à un entretien au sein duquel vous pourrez fournir davantage d'informations et de détails. Et vous finissez toujours par des formules de politesse. Veuillez recevoir madame ou monsieur l'assurance de mes sincères salutations. C'est toujours très apprécié. Et je vous dis encore une fois, beaucoup de modèles sont disponibles par secteur sur Internet. Alors, pour conclure ce webinaire, je vais revenir sur l'entretien d'embauche. Qu'est-ce que l'entretien d'embauche? C'est le moment où vous devez mettre le maximum d'efforts pour décrocher votre entretien. C'est le moment où vous avez
le contact en direct avec le recruteur. C'est le moment où le recruteur va chercher à valider vos compétences, c'est-à-dire c'est la bonne personne, je l'ai vu dans le CV, dans sa lettre de motivation, je le vois en face à face et il me convainc, c'est la bonne personne pour cet emploi. C'est aussi la personne qui a le bon état d'esprit, hein, donc il va bien correspondre à la philosophie, à l'état d'esprit de ma société, il va bien s'intégrer dans l'équipe, très important. Vous devez le projeter dans la collaboration, s'assurer que vous allez être la bonne personne pour travailler avec d'autres collègues au sein d'une équipe qui est déjà établie. Et donc, comme je l'ai dit, c'est d'apporter cette personnalisation, ces émotions, cette proximité culturelle qui va déjà lors de l'entretien le réconforter dans son choix. Trouver le capital sympathie, quelqu'un de bien, agréable, bon contact humain, facilité d'expression. Et le tout, comme je l'ai mis à droite, c'est de projeter le recruteur dans une future collaboration, de dire, si demain je commence avec vous, je vous rassure, on va bien travailler ensemble pour les diverses raisons que je vous ai mentionnées ici. Et donc, c'est ce qui fera de vous, finalement, le candidat idéal. Et je vous rassure, vous y arriverez tous à cette étape finale. Je dis finale, mais qui peut comporter aussi différentes étapes parce qu'en général, on vous fait passer devant un recruteur HR, puis votre futur manager, éventuellement un directeur. Suivant les postes, vous allez être challengé par différentes personnes pour s'assurer qu'elles ont toutes une opinion favorable de votre personne. Et donc, pour conclure sur l'entretien d'embauche, quelques conseils. La première chose, renseignez-vous sur l'entreprise. Allez sur le site web de l'entreprise, lisez les sections About Us sur la stratégie, les valeurs de l'entreprise ou de l'université ou de l'association, son histoire, ses chiffres clés, son environnement. Que fait-elle pour l'environnement? Des questions très modernes, l'écologie, la responsabilité sociétale. Regardez aussi le profil du recruteur sur LinkedIn, très facile à trouver via son nom. Vous pouvez déjà savoir à qui vous allez vous adresser. Bien se préparer, il faut connaître son CV sur le bout des doigts, mettre les points clés de la fonction en adéquation avec votre CV. Vous prenez votre CV, la fonction, et vous soulignez dans votre CV tout ce qui correspond aux prérequis de l'emploi. Vous soignez et répétez votre présentation avec un proche si possible. C'est votre storyline. Vous devez avoir votre histoire gravée dans votre tête que vous allez ensuite renvoyer à votre futur employeur. Détendez-vous, faites du sport, ne soyez pas plongé dans le stress et dans la répétition de CV. Il faut bien se détendre, arriver avec un esprit sain. Soignez bien votre habit, mettez un beau costume avec une cravate, bien sûr, en fonction du secteur, mais je vous l'ai dit, l'image compte davantage encore aujourd'hui parfois. Mais adaptez-vous aussi à votre industrie parce que certaines industries changent complètement de look et parfois le costume cravate n'est plus d'application aujourd'hui. Lors de l'entretien, soyez ponctuel. Arriver en retard est très mal vu par un employé. Cultivez les formules de politesse propres à chaque culture. Si vous allez postuler à un emploi au Japon ou en Belgique, les formules de politesse ne sont pas les mêmes. Sachez comment vous adresser aux différentes personnes et aux aspects propres à la culture. Ayez une bonne tenue, mettez tous vos atouts en avant, restez très positif, restez à l'écoute, écoutez ce qu'on vous dit parce que souvent on est focalisé sur soi-même, on oublie d'écouter le recruteur et ça se voit très rapidement parce que le recruteur va vous poser certaines questions et il se rendra compte que vous ne l'avez pas écouté, ça peut être lié au stress et ça ne va pas favoriser un échange favorable. Demandez aussi des informations, posez des questions sur l'entreprise, mais très important, à l'issue de l'entretien, demandez-lui des informations sur la suite du processus et des délais. Quand est-ce que je peux m'attendre à une réponse de votre part et sous quel format. Une fois cela fini, vous n'oubliez pas de faire le suivi de votre entretien d'embauche. Avec en J+1, n'hésitez pas à envoyer un email de remerciement. J+1, c'est toujours mieux d'attendre 24 heures, puis vous envoyez une petite lettre de remerciement. Si votre recruteur vous a dit dans 2 semaines, je vous donne des nouvelles concernant cet emploi, vous n'avez pas de nouvelles, renvoyez-lui un email pour savoir un petit peu ce qu'il en est et de savoir qu'en est-il de la suite. Parfois, les processus de recrutement, je vous le dis, vont prendre beaucoup plus de temps que prévu. Parfois, un employeur va vous dire, je vous recontacte en 2 semaines et ces 2 semaines se transformeront en 2 mois. Parce que, comme je vous l'ai dit, rien n'est parfait et le temps manque à de plus en plus de personnes aujourd'hui, ce qui fait que parfois les processus de recrutement traînent plus que prévu. Ne vous affolez pas et surtout, n'harcelez pas.
juste de temps en temps, calculez bien votre rappel, J+1, une relance si pas de nouvelles, et éventuellement un appel, mais encore une fois, les appels restent très intrusifs. Restez quand même plutôt dans les formules d'email. De toute façon, si vous n'avez pas de réponse, vous passez à autre chose, vous postulez ailleurs et vous trouverez de toute façon ce qui vous convient ailleurs. Si vous n'avez pas de réponse de l'employeur, s'il n'a pas respecté les formules de politesse, c'est que cet employeur n'était pas fait pour vous et ne vous aurait pas apporté le bonheur que vous souhaitez. Donc, en guise de conclusion, je souhaite vous dire que l'expérience compte, que vous êtes capables tous de capitaliser sur des expériences existantes, un voyage à l'étranger, votre culture propre va être valorisée au sein d'une société. Votre culture vous apporte également de l'expérience. Valorisez-la. Je parle cette langue, de l'anglais, du japonais, du français. L'employeur va la valoriser au maximum, amener le maximum d'expérience et surtout, connais-toi toi-même, c'est ce que vous allez acquérir à travers ce chemin d'embûches, semé d'embûches, d'obstacles, d'opportunités. Vous allez avoir des situations pénibles à vivre, des situations beaucoup plus agréables à vivre, mais vous allez construire naturellement ce chemin de vie et apprendre à vous connaître pour ensuite faire évoluer votre carrière dans le bon sens. Donc voilà, c'était la fin de ma présentation. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour cette présentation. Je pense que c'était très utile pour nos participants, mais aussi pour tous nos utilisateurs. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps, on va passer directement au responsable académique des Domini Business School, Monsieur Omer Mirembe. Rebonjour, Monsieur Omer. Bonjour, Madame Ina. Bonjour. Alors, je vous laisse. Je sais que j'imagine que vous avez des questions à poser à Monsieur Carion. Donc, je vais vous laisser poser les questions et voilà. Je vous vois dans quelques instants. Je vous remercie, Madame Casnilla. Je vous remercie, Monsieur Carillon, pour votre brillant exposé et vraiment cette richesse de votre expérience que vous avez bien voulu partager avec les participants. Alors, j'ai un certain nombre de questions. Peut-être que je les pose au fur et à mesure. Je pose une question et puis alors vous nous donnez des éléments de réponse. Vous avez déjà donné pas mal d'éléments de réponse, mais je trouve que c'est peut-être important de pouvoir revenir à ces éléments si importants que vous avez évoqués dans la présentation. Alors, ma première question, c'est en quoi est-ce que votre formation universitaire vous a bien préparé à réussir votre entrée dans la vie professionnelle, notamment réussir le test et l'entretien d'embauche. Merci. Oui, merci, professeur Mirembe. Donc, je pense déjà la capacité à structurer de l'information et à synthétiser une information complexe en un contenu pertinent. Donc, traiter de l'information complexe, c'est ce qui m'a permis de rédiger des lettres de motivation succinctes, pertinentes, mais également d'arriver à des CV pertinents. Mon expérience propre est relativement large. Il faut pouvoir tout synthétiser en un message pertinent pour sa cible. Et je pense que c'est quelque chose que l'on a l'habitude de faire à travers son parcours universitaire, consulter différentes sources d'informations et les synthétiser en un contenu pertinent. L'assiduité, je pense que c'est très important. On a l'habitude à l'université d'être assidu, d'aller loin jusqu'au fond des choses, c'est-à-dire de prendre ici dans le monde professionnel le temps de bien faire les choses, de se perfectionner, de bien rédiger un CV, de bien prendre le temps de rédiger ses lettres de motivation. Je pense également que la présentation et les travaux à remettre au corps enseignant m'ont permis, lors d'entretiens d'embauche, d'apprendre à vraiment exprimer clairement mes idées, mais aussi de prendre facilement la parole en public. Donc, le fait de devoir échanger avec un corps d'enseignants universitaires, de devoir exprimer clairement ses idées, ça m'a permis d'aborder certains entretiens d'embauche avec davantage de confiance en moi, surtout lorsqu'on me demandait à certaines étapes du processus de recrutement de devoir défendre un business case sous forme de présentation face à une audience large, tout comme sous la forme d'un jury universitaire qui va
délibérer sur votre thèse de master. Donc, il y a beaucoup de similitudes à ce niveau-là. Et puis, forcément, l'esprit critique, comme j'ai dit, et la capacité à jongler avec des concepts complexes, de transposer des problèmes, la résolution de problèmes complexes et d'y trouver des solutions. Ça aussi, ça m'a permis de facilement répondre à des études de cas qui m'étaient demandées lors de présentations, lors de processus de recrutement au niveau de l'embauche, l'entretien d'embauche. Ouais. D'accord, merci. Et qu'en est-il pour la même question toujours, qu'en est-il maintenant du point de vue des compétences professionnelles? Vous avez évoqué dans l'exposé la capacité voilà, à concevoir des stratégies, à les mettre en œuvre. Est-ce que là aussi, l'université vous a préparé? Tout à fait, tout à fait. Je pense que si je reprends déjà ma première expérience dans le milieu du conseil, vous avez des missions ponctuelles d'une, deux, 3 semaines. On va vous faire travailler sur un projet nouveau. On va vous envoyer une multitude d'informations liées à une entreprise spécifique, son mode de fonctionnement. Vous allez être débordé de toute cette information et ce que vous avez acquis à l'université, c'est la capacité, comme je l'ai dit, de synthétiser ces informations complexes, de les structurer, et d'y apporter une démarche de solution. Ceci couplé à la capacité rédactionnelle, parce que je pense que c'est deux choses on acquiert beaucoup dans le milieu universitaire, la synthèse de l'information et les capacités rédactionnelles vous permettront, par exemple, d'établir des rapports concis et concrets impactants pour des clients. Donc là, je vais dire que c'est vraiment une compétence que j'ai acquise au niveau universitaire qui m'a aidé. La capacité d'aborder des problèmes de manière systémique. C'est cette ouverture d'esprit. Alors, on n'a pas dans le monde universitaire cette fermeture d'esprit. On va voir un problème selon un seul angle possible. Non, c'est la capacité de comprendre un petit peu l'environnement, les différents facteurs qui constituent l'essence d'un problème et comment je peux y agir, jouer avec ces différents facteurs pour trouver une solution propre. Donc, la systémique, c'est vraiment quelque chose d'important en termes de compétences propres. Et pour finir, je dirais je pense la capacité aussi de travailler de manière assidue, de longues heures. On a l'habitude de traiter beaucoup d'informations, de rédiger des thèses de master et autres. Dans le milieu professionnel, on aura beaucoup d'informations à traiter dès les cours, donc des charges de travail importantes. Mais cette compétence acquise lors de notre parcours universitaire nous permettra d'évoluer un peu plus sainement et avec moins de stress lors de ces missions. Je vous remercie. Alors, une autre question aussi, c'est que la plupart des entreprises dans les annonces exigent un certain nombre d'années d'expérience. Mais évidemment, les étudiants, au sortir de l'université, n'ont pas ces expériences. Et c'est donc un handicap. Alors, comment maximiser les chances de recrutement malgré cette lacune? Oui, merci pour votre question. Mais je pense encore une fois, et c'était entre autres, en effet, l'essence de ma présentation, c'est vraiment de dire aujourd'hui, dresser le portrait de votre vie. Je pense que tout le monde a une richesse culturelle propre, la richesse aussi de sa personne propre, dont parfois nous ne sommes pas toujours conscients. C'est déjà de pouvoir dresser son portrait de vie. Comme je l'ai dit, les voyages que j'ai faits, dans quelle mesure un grand voyage va m'apporter certaines compétences que je pourrais transférer au sein de l'entreprise, l'indépendance, la prise d'initiative ou autre. Être père d'un enfant, c'est aussi être en charge de responsabilité. Capacité de s'occuper d'un petit, c'est aussi la capacité d'être bienveillant, d'avoir des responsabilités et donc d'être potentiellement responsable de projets ou d'équipes à l'avenir d'autres personnes. Et puis, comme je l'ai dit, faites des stages, du volontariat. Si vous avez une opportunité qui se présente à vous, prenez-la. Il y a des opportunités qui sont plus faciles d'accès que d'autres. Peut-être, comme je le dis, le volontariat dans certains pays, c'est facile d'accès. Allez-y, parce que ce sont des expériences qui seront vraiment très valorisées par votre futur employeur.
Alors, une autre idée me vient de là. Évidemment, les questions des participants sont toujours encouragées. Les participants peuvent aussi poser des questions. Alors, je pose une autre qui est liée à celle que je viens de poser. Comment montrer qu'on est unique et en même temps éviter de se faire passer pour quelqu'un de prétentieux qui veut montrer qu'il est le meilleur, voilà. Parce que vous avez parlé tantôt du candidat idéal et que voilà, il faut mettre en avant qu'on est unique. Mais en même temps, comment éviter de montrer qu'on est prétentieux ou qu'on veut se faire passer pour le meilleur? Oui, c'est une très bonne question. Je remercie l'étudiant qui l'a posée. Alors, je pense que oui, c'est peut-être facile à dire, mais c'est déjà de rester soi-même. Je veux dire, de ne pas créer d'écart entre qui l'on veut projeter en termes de personnes et d'image et qui nous sommes réellement au fond de nous-mêmes. Je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait d'adéquation entre ce que vous voulez faire paraître, envoyer projeter comme image, et ce que vous êtes réellement. Sinon, vous allez vous-même ne pas vous sentir à l'aise auprès du recruteur. Et lui va le sentir que vous n'êtes pas non plus sincère dans votre CV, dans votre description propre. Je pense que c'est vraiment capitaliser sur vos forces. Comme je l'ai dit, apporter une touche de personnalisation. N'ayez pas peur d'oser. Les employeurs aujourd'hui, ils veulent des gens qui ont la hargne, qui aient la motivation de sortir de leur zone de confort. Je pense qu'ils vont avoir la capacité de projeter leur business futur, de la rassurer par rapport au fait qu'on va avoir quelqu'un qui va prendre les choses en main et qui va me rapporter de l'argent si on parle de l'industrie pharmaceutique. Mais restez au maximum modeste, n'ayez pas peur de mettre en avant vos avantages, vos forces de manière honnête. Si celles-ci font partie de vous, pourquoi les cacher et les mettre de côté? Ce serait que de passer à côté de l'opportunité de transférer ces forces-là auprès de votre futur employeur. Quand vous le rencontrez, soyez juste humble. N'essayez pas d'établir un relationnel déséquilibré entre lui et vous. Vous êtes tous deux humains. Et essayez de garder un relationnel d'égal à égal. Donc, soyez confiants, mettez toutes vos compétences en avant, restez humble, honnête, mais n'ayez pas peur de franchir le pas, d'aller un peu plus loin et de montrer qui vous êtes réellement. L'employeur ne vous le reprochera jamais que d'être confiant vis-à-vis de votre compétence propre. Oui, on attend aussi ceux qui disent, mais qu'est-ce qu'il faut dire et ne pas dire dans l'entretien d'embauche à la question courante de savoir pourquoi vous retenir vous et non pas quelqu'un d'autre? Oui, c'est une bonne question. Je pense que, encore une fois, comme vous venez de me poser la question, hein, c'est une très bonne question qui est finalement très complexe aussi. Hein. Je dis, c'est de capitaliser, sachez qui vous êtes, sachez où sont vos forces. Où sont vos forces, restez honnête, transparent, sincère, mais sachez ce que vous valez et projetez surtout la collaboration. N'ayez vraiment pas peur d'oser. Je vais vous dire franchement, mieux vaut oser éventuellement pour quelque raison que ce soit ne pas être retenu plutôt que de ne pas oser et finalement de ne pas projeter la collaboration et de toute façon perdre l'emploi. Vous allez de toute façon passer à travers 10-15 entretiens d'embauche. Donnez le maximum de vous-même, projetez la collaboration, soyez confiants. Si on est ici aujourd'hui ensemble, je vous ai dit que j'ai ces compétences-là. Je suis certain qu'on va pouvoir réussir ensemble à mener ces beaux projets en commun parce que je vous ai parlé de ces compétences-là, de cette expérience-là que je peux vous amener. Rassurez-le aussi, moi je suis quelqu'un qui veut m'investir au sein de votre entreprise, évoluer. J'ai vraiment envie d'évoluer avec vous sur le long terme. C'est très important de les projeter sur le long terme. Ils n'aiment pas peut-être les girouettes. Enfin, en tout cas, en Belgique, dans d'autres pays, c'est valorisé, ces expériences diverses sur plus de court terme. Mais c'est vraiment le projeter avec toute la confiance que vous pouvez apporter. Je pense qu'encore une fois, de mauvais mots, de mauvaises choses à dire, vous l'aviez mentionné vous-même, être hautain, croire être au-delà des autres candidats, être au-delà
de l'employeur, je connais tout, je suis meilleur que les autres, il faut me prendre parce que non, allez d'égal à égal avec l'employeur, mais forcez-lui vraiment, forcez vraiment la projection dans une collaboration future. Donc, rassurer, mettre en avant ses avantages, la confiance en soi, oser, vraiment oser et, et rester humble. Je vous remercie, Monsieur Carillon. Merci à vous. Merci beaucoup, merci pour cette conversation. Les questions et les réponses sont très, très intéressantes. Je pense qu'on est arrivé à la fin de ces webinaires. Je voulais juste rappeler à nos participants qui sont là, mais aussi aux autres utilisateurs, qu'en fait, Dominique il a lancé une business school. Alors, si vous êtes intéressé par un MBA, vous pouvez nous contacter par email. Donc, à l'adresse business.school@domini.eu ou sinon, vous pouvez voir nos formations sur notre site public www.domini.eu. Voilà, donc merci encore Monsieur Fabien Carillon et Monsieur Omer Mirembe pour cette séance et aussi nos participants. Et j'espère à la prochaine, très bientôt. Merci Ina, merci professeur Mirembe et à tous les participants. Merci à vous tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.